Bonsoir à tous, bonsoir Muriel. Oh, bonsoir Mick. Alors aujourd'hui, la TV du quotidien Bruxelles Star nous invite dans une nouvelle et belle enseigne bruxelloise, située rue Général Le Mans à... Près de la place Jourdan en fait, à Etterbeek. Voilà. Et nous allons rencontrer deux de nos amis. Nous allons rencontrer Lulu. Et Naïm. Et Lulu et Naïm vont nous faire des plats exceptionnels. Je suis sûr que nous en avons déjà l'eau à la bouche. Tout à fait, parce que tu le savais finalement que ce sont des plats populaires. C'est de la cuisine populaire revisitée. Alors, allons la découvrir, Muriel, si tu veux bien. Absolument. Mais est-ce que tu connais tous les petits subterfuges de cette magnifique cuisine populaire Non, mais tu vas m'en parler. N'est-ce pas ? Bonjour Henri, voilà c'est Lulu. Je te présente Lulu. Bonjour Lulu. Voilà, qui est donc un des patrons en fait ici de la Maison B. Voilà. Et donc on a la chance d'avoir une cuisine ouverte avec un magnifique palmarès et la chance de pouvoir rentrer en cuisine. Alors tu sais, je te propose de me suivre en cuisine. D'accord ? Et là on entre dans l'univers merveilleux de Lulu. Lulu qui est quelqu'un qui est ouvert, c'est le cas de le dire, hein Lulu ? En cuisine ouverte, il ne parle pas. On le regarde travailler, voilà, on le suit. Et donc Lulu, tu nous prépares quoi là en fait ? Une dégustation de bienvenue pour les clients. C'est un gazpacho de laitue aux amandes, avec une petite crème aigre et du sel de Maldon, tout simplement. Comme ça, c'est une dégustation végétarienne. Ça permet à n'importe quel client de pouvoir en manger sans devoir dire « Ah, je mange pas de crevettes, je mange pas de viande » ou quoi que ce soit. Comme ça, je me tranquillise la vie et je fais plaisir à tout le monde. C'est très bien, c'est hyper généreux de ta part de faire plaisir comme ça à tous tes clients, en rapport avec aussi les gens qui ont des allergies, des gens qui... Attention à tout ce qui est gluten, tout ce qui est allergie, urbain en fait. On vit en ville donc on est tous différents. Voilà. Je peux mettre un peu de porc sur mes dégustations ? Bien sûr Lulu, avec plaisir. Ouais. Naïm. Bonjour. Bonjour. Alors donc, je vois avec Miguel ici qu'il y a une carte assez extraordinaire. Tu nous expliques un peu ? Je vous explique le concept de la maison. Vous avez sur votre gauche une carte qui change toutes les semaines. Concept de la maison, 4 entrées, 4 plats, 4 desserts. Dans les entrées, plats toujours un végétarien, un base de poisson, un base de volaille et un base de viande. Dans les desserts, toujours un base de chocolat, fruits, crème et glace. Produits de saison et produits du marché. De l'autre côté, ce sont nos spécialités, le pagnol, hamburger revisité où la viande est cuite dans un bouillon. Pas de matière grasse, pas de graisse brûlée. Nous avons pas de frites, pommes de terre à la vinaigrette, de nouveau pas d'huile, pas de graisse. Toutes les sauces qu'on a ne sont pas liées à la mayonnaise, on les lie au xanthan, qui est un amidon de maïs qui n'atténue pas le goût ni la couleur. Le concept du pagnol, on ne l'a pas créé pour le côté light, on l'a créé pour que les gens retrouvent le goût. À la viande, au pain, à la salade, d'où on a pris un petit peu l'exemple de l'hamburger qui a tous ses goûts. On est un petit peu perdu dans les goûts, qu'on ne sait plus ce qu'on mange. Le tage, une petite pâte brisée qu'on a inventé le chef et moi-même, en forme de tagine, qu'on farce selon vos envies, poisson, végétarien, volaille ou viande, toujours accompagné de légumes et féculents, à savoir qu'on travaille beaucoup les légumes frais de saison, et ici tout ce qui est légumes secs, pois chiches, lentilles, haricots rouges, haricots blancs, etc. La soupière du chef, c'est la fameuse soupière de Paul Bocuse qu'on remet en actualité. À savoir que ce n'est pas une soupe, c'est vraiment un plat qu'on revisite selon vos envies, poisson, végétarien, volaille ou viande, toujours accompagné de légumes et féculents.
Féculents, pommes de terre, riz, selon les envies du chef et les produits du marché. Et selon mes inspirations quand je fais les courses. Aujourd'hui ou demain ou après-demain, le plat va changer. Le plat change tous les jours. Tous les jours, on change de plat. En avant, la cuisine populaire. Alors, je vous explique le concept de la maison, c'est les menus freestyle. Alors ça, c'est 35 € par personne. C'est entrée, plat, dessert, 2 verres de vin ou à table. 2 solutions où vous composez vous-même votre menu, ou vous nous laissez faire avec intolérance s'il y a, allergie s'il y a, les produits que vous n'aimez pas. Et le concept de la maison, exemple, vous êtes à 4, c'est de mettre 4 entrées différentes, 4 plats différents, 4 desserts différents et d'avoir un échange d'assiettes. Alors Miguel, est-ce que toi tu vas laisser faire? Quel genre de... T'es en freestyle ou bien tu vas laisser faire? Je vais d'abord examiner la carte avec grande attention et ensuite me décider. J'aime passer beaucoup de temps à lire la carte. Je crois qu'on a fait tout le concept. Alors, il y a le menu Tandem Live Cooking et le menu No Stress aussi. Oui, le menu. No stress. No stress. On a besoin du no stress dans cette génération, n'est-ce pas? No stress. Absolument. Ce soir, pour un vendredi, No Stress, grâce à nos amis qui nous accueillent avec beaucoup de gentillesse et beaucoup de joie. Alors je vous explique, le menu Live Cooking, c'est au comptoir. Ça se passe plus avec moi, ça se passe avec Lulu, pour relier le contact avec la cuisine et la clientèle, et d'avoir un échange, que vous passiez un bon moment et qu'on s'amuse. Il faut expliquer à nos lecteurs que nous avons une cuisine ouverte ici. C'est bien. Ça, c'est vraiment exceptionnel. Oui, c'est pour donner la transparence aux clients et aussi leur montrer un peu tout le savoir-faire qu'on a et que le chef peut expliquer entre 4 yeux la réalisation de ses plats. D'accord. Mais je tenais à vous dire que le menu No Stress, en fait, c'est un concept qu'on a créé au début février. C'est un concept où on vient vous chercher à la maison, on vous ramène au restaurant, vous mangez et on vous reconduit chez vous pour 45 € dans le petit Bruxelles et 55 € dans le grand Bruxelles. Ah, Voilà, c'est bien, on vient vous kidnapper chez vous, on vous prend et on vous propose de manger sainement avec une cuisine ouverte. Vous savez absolument ce que vous avez dans l'assiette. nous remarquons dans ce restaurant dont les propriétaires ont été influencés par l'Espagne, ne serait-ce que par ses vins, qu'on vient de nous servir une huile d'olive espagnole extra vierge. Alors, ce n'est pas comme dans tous les restaurants belges où, avec le pain, vous avez du beurre, c'est plutôt comme dans les restaurants de tradition italienne où on trempe son pain, n'est-ce pas, regardez, dans cette belle huile d'olive extra vieille du centre de l'Espagne, extra vierge, de manière à pouvoir avoir un petit encas sympathique avant de déguster l'entrée et le mets principal. Qu'est-ce qu'on en pense, Muriel? Moi, j'en pense que cette huile d'olive est tout à fait délicieuse, extra vierge, et que ça plaît beaucoup, n'est-ce pas? Alors, ces plats fantastiques, donc qu'est-ce que c'est en fait finalement? Qu'est-ce que Miguel a reçu? Il a reçu... Ce sont des entrées, Naïm. C'est bien ça, c'est l'entrée qu'on vous a proposée par rapport à notre menu freestyle. Vous avez des quenelles de bœuf au chorizo avec une petite sauce maison à base de piquillos, c'est les petits poivrons espagnols, beaucoup de goût mais pas piquant. Oui. Haricots verts et une petite huile, un petit coup de moulin à l'ancienne tout simplement. Et pour madame? Et moi, qu'est-ce que j'ai reçu? Madame, elle a eu droit à un sashimi de saumon maison mariné au rossel et herbes avec une petite huile extra vierge espagnole, un petit peu de vinaigre de xérès et une sauce maison à base de coriandre et persil plat. Magnifique. Et notre ami Henri, qu'a-t-il eu? Alors Henri, on lui a servi un bœuf cuit comme un jambon cru à l'ancienne, au gros sel,
servi froid avec une sauce à base de vinaigre de balsamique et la sauce orange, plutôt mauve, à base de chou rouge. Et notre amie Sylvia, qu'a-t-elle eu? Et une petite farce de volaille au fenouil avec un tout petit peu de crème, qu'on est encore dans la pleine saison du fenouil. Tout simple, léger. S'il vous plaît, un très bon appétit à tous. Donc, vous n'avez que, je vous expliquer un petit peu. Mais on n'a qu'un seul moulin à poivre et sel pour tout le restaurant. Voilà, on va montrer ça à Henri. parce Prenez-les que- avec moi, prenez-les, voilà. On estime qu'on a une cuisine où le chef l'assaisonne de façon qui va atteindre la perfection. Et c'est seulement par rapport aux gens qui aiment salé ou poivré qu'on leur offre le moulin à poivre. Voilà, donc c'est un privilège. Oui. Waouh. Miguel? Ils ont une dimension impressionnante. C'est Ah pour bah oui, ça. c'est les jeux d'échecs. Hein. Et comme on en a que deux, il fallait que ce soit impressionnant. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous et je vous souhaite un agréable appétit. Alors donc, c'est toujours le même château. Mais Naïm, comme je vous connais un petit peu et qu'il m'est arrivé de petites sources que vous avez donc fait le tour du monde, est-ce que ça, ce sont des amis à vous, des gens que vous avez croisés autour de votre travail sur le tour du monde? C'est via mon fournisseur de vin Angelo avec qui je travaille depuis des années. On a eu il y a quelques années l'occasion d'aller dans le château. Ces gens-là sont devenus des amis avec les années. Et moi, j'ai choisi ce vin-là parce qu'il est pour moi... Allez, j'ai peut-être une mauvaise interprétation, mais il est neutre. Neutre, j'entends neutre, c'est qu'il peut plaire aux gens qui aiment le Côte-du-Rhône comme ceux qui aiment le Bordeaux. Il a ce côté fruité qui revient avec un arrière-goût de réglisse. Et si on va vraiment chercher dans la profondeur, on trouve un petit coup de menthe. De la menthe dans du De la vin. menthe. Exceptionnel. Ça a l'air vraiment fantastique, n'est-ce pas? Eh bien, je veux dire à Naïm qu'après la légèreté du vin blanc, le caractère très floral de ce vin blanc, nous passons maintenant aux choses sérieuses. Avec un vin rouge, comme il l'a dit, qui a des aspects rhônes, hein, des aspects bordelais de par la structuration, mais des aspects rhônes de par le caractère, je vais dire, assez puissant, assez exubérant, qu'on peut retrouver dans une Syrah du Rhône. On titre combien de degrés ici, Naïm? Très 5. 13,5, c'est raisonnable parce qu'au fond, c'est le degré d'un Saint-Émilion. On n'est pas dans le Ventoux, dans le Luberon, on est facilement à 14 ou 14,5 pour ne pas parler du Roussillon, où certains vins arrivent à 15. On est vraiment dans une catégorie de vin de caractère. Mais sauf que par rapport au Rioja, il n'a pas ce côté prononcé. En métaphore, je dis toujours le Rioja est un grand canyon, que là on est dans une belle vallée avec plein de petites fleurs qui nous adoucit le repas. Et quel cépage? Un Tempranillo espagnol. Bien sûr. Que l'on retrouve aussi beaucoup en Amérique du Sud. Oui, parce que par rapport à la colonisation espagnole qui s'est faite à l'époque, et tous les cépages sont importés d'Espagne, d'où les fameux Mendoza d'Argentine que j'ai pu visiter notamment aussi. Qui sont péché mignons. Plus que mignon, accompagné d'un bon chorizo beef comme ils le disent là-bas, excellent avec un petit Mendoza. On est vraiment dans l'excellence. Et ici aussi. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Je prends la bouteille. Et moi, je proposerais justement, on parle de choses un peu exotiques, de mettre le Mendoza dans les mains de ces splendides Sylvia, qui est une jeune brésilienne, avec qui je trouve que finalement le Mendoza est bien représenté. N'est-ce pas, Sylvia? Donc voilà, merci à toi de tenir magnifiquement cette bouteille. Je voulais vous demander, est-ce que vous avez bien mangé? Très bien. Oui. Génial. Oui, oui. Et vous, madame? Oui. Alors, comment vous appelez-vous? Nan. Nan. Oui. Et qu'est-ce que vous avez mangé? J'ai fait un freestyle végétarien. Freestyle végétarien, magnifique. Très satisfaite? Et c'était très très bon, oui. Génial. Et vous êtes une bruxelloise? Une bruxellaire? Très bruxellaise, oui. Et d'où êtes-vous? De Saint-Gilles. Saint-Gilles, magnifique. Et vous, madame, d'où êtes-vous? Je ne suis pas une vraie bruxellaise, mais quand même, et j'habite Saint-Gilles aussi. Magnifique. Et qu'est-ce que vous avez mangé? Freestyle, pas végétarien, mais on a quand même un peu chipoté à deux. Vous avez chipoté à deux. Gay supporter, chipoter, hein? Oui, voilà. Non, pas vraiment, hein, c'était du bar. Ah oui, meilleur que le stoum. C'était du bar à la sauce Pierre Freinet. Donc on ne peut pas dire que c'est quand même du stoump. Hein. Magnifique. Génial. Donc vous êtes contente, satisfaite? Autant du vin que... Oui, j'ai bu un bon petit vin rouge. Oui. Magnifique.
Génial, super. Eh bien, je vous remercie grandement, mesdames. Voilà, super, des clientes satisfaites, génial. Ensuite, nous allons dire bonjour à d'autres amis ici, présents, qui sont dans la salle. Voilà. Alors, bonjour, monsieur, dame, bon appétit. Alors, est-ce que vous appréciez les plats de la Maison B? Oui, c'est excellent et c'est un concept très original aussi. Et vous, jeune homme? Oui, c'est très bon. C'est très très bon. Qu'avez-vous pris? J'ai pris, c'est une espèce de tagine revisitée de veau. Revisité comment? Mais, Non, vous savez pas. En tout cas, ça vous plaît? oui, c'est très bon. Génial. Je vais vous demander de m'expliquer ce plat qui est quand même un plat très connu que vous avez revisité. C'est un très grand classique. Alors, monsieur Paul Bocuse l'a créé en 1975 lors d'une réception à Matignon pour sa remise de Légion d'honneur. Et il a conçu cette fameuse soupière qui n'est pas une soupe parce que tout le monde pense que le nom soupière veut dire soupe. Non, le soupière, c'est le bol que vous avez devant vous qu'on appelle une tête de lion. Non. Voilà, une tête de lion qu'on appelle la soupière. Alors, Paul Bocuse a créé ça en 75 avec un bouillon de poulet, petits morceaux de poulet, pâte feuilletée. On enfourne le tout dans le four et on a cette pâte qui gonfle et ça a donné un succès fou. Un plat spectaculaire. Oui, moi ça me rappelle, on va dire plutôt mes scolarités en tant qu'apprenti cuisine à l'époque de ma carrière. Qu'est-ce que... Superbe, hein, C'est regarde. magnifique. Et alors avec cette pâte feuilletée qui est cuite vraiment à souhait, parce qu'évidemment la pâte feuilletée c'est aussi un élément très difficile à travailler en cuisine. C'est comme le saumon, les coquilles Saint-Jacques, il ne faut pas 30 secondes de trop ou 1 minute de trop dans la cuisson, il faut cuire juste vraiment au bon niveau. C'est bien ça, et surtout avoir toujours un œil sur le four pour voir que la pâte ne brûle pas. Voilà. C'est un petit peu la porcelaine de la pâtisserie. Explique-moi s'il te plaît comment en fait je vais faire pour pouvoir ouvrir ce truc de Bocuse. Mais je crois que la façon la plus simple, c'est de prendre la cuillère qui se trouve sur votre droite, de venir casser la croûte, de casser la croûte et de faire un mélange avec la croûte et le contenant. Et puis vous continuez. Oui, tout simplement, mais pas trop. Non, là maintenant, vous essayez de faire un petit espace pour pouvoir arriver à l'intérieur. D'abord goûter la petite pâte brisée, et puis vous pouvez mélanger le tout. Comme ça, et je vais Voilà. faire rentrer dedans. Voilà, et maintenant vous prenez le contenant. Peut-être pas tout manger, mais un peu du contenu. voilà, et tout doucement vous savourez, Voici la soupe. Et voilà, il y a un contenant, tout à fait. Merci. s'il vous plaît. Alors, pour Henri, qu'est-ce que nous avons préparé? Alors pour Henri, le chef a préparé un petit riz cantonné avec du poisson, un petit plat asiatique revisité à sa façon, avec légumes de saison et coriandre. Et pour notre amie Sylvia? Alors elle a un petit blanc de poulet cuit à basse température avec des pommes et avec une crème à base de fond de poulet et il y a un tout petit peu de crème pour lier la sauce. Et pour notre ami Miguel. Alors, une petite côte d'agneau saisie à la poêle, comme dirait le chef Alachti, avec un bon petit coup de moulin, accompagné d'une semoule, petit marron, haricots rouges, ramonas, c'est beaucoup de gens ne connaissent plus parce qu'on appelle ça dans les légumes oubliés, mais ça fait partie des navets. Ceci. La famille des navets, la ramonas. La Ramona. La Ramonas. Tu as la Ramonas, Miguel. Voilà. Miguel a surtout le plaisir de déguster la cuisine. Populaire, de notre revisité, ami de la Maison B. Excel, voilà. Alors, je dois dire aussi, ce qui est important, c'est qu'on joue sur les saveurs, n'est-ce pas, du monde. Et on joue ici sur un plat avec des saveurs méditerranéennes. Méditerranéenne ou américaine, parce que les haricots sont pas méditerranéens à la base. On essaie de jouer sur beaucoup de produits que beaucoup de restaurants n'emploient pas, qui est les légumes secs. Si on veut manger des haricots rouges, on doit aller spécialement dans un Mexicain pour manger un chili con carne. Bien sûr. Si on veut manger des pois chiches, on doit aller dans un restaurant oriental pour manger un couscous à base de pois chiches. Qu'ici, nous travaillons, que dans certaines cultures, on appelle ça les légumes des pauvres. Oui, oui. Alors, puisque un vin va toujours avec un plat, qu'est-ce que vous allez nous conseiller comme vin? Ben, je suis toujours resté sur mon Tempranillo parce que notre philosophie à nous, c'est d'apporter le blanc en entrée et le rouge en plat, qui peut très bien se marier plutôt, excusez-moi, avec la viande comme le poisson. Mais nous estimons que c'est un vin maison qui accompagne un petit peu tous nos plats.
Sympathique. Alors nous allons goûter le tempranillo. Merci. Lulu, on a la chance d'avoir le chef, voilà. Alors la soupière Bocuse, c'est une soupière qui a été mise en place par Paul Bocuse en 1975, quand il a reçu sa Légion d'honneur de la part de Valéry Giscard d'Estaing. C'est pour ça qu'on appelle ça la soupière VGE. Donc moi j'ai refait la même idée, pas aussi bien que lui évidemment. Mais au lieu de mettre de la volaille, des truffes et des choses comme ça, je mets par rapport au goût des clients, du poisson végétarien, volaille végétalien, lactose, sans lactose, avec ou sans gluten. Puis voilà quoi. Tes desserts sont magnifiques, hein, Lulu. Alors, est-ce que je peux t'offrir, tu m'offres des plats, je t'offre le micro. Voilà. Est-ce que tu peux nous présenter s'il te plaît? Voilà. Alors le premier, on va commencer avec monsieur. Ça c'est une crêpe toute simple, faite avec une crème pâtissière à la vanille du Vanuatu, orange du sultan, marine à l'huile d'olive au cumin. Orange marina, oui. Voilà, c'est très léger, très goûtu. Ça c'est un pudding, comme on dit pudding en Belgique, avec du pain, attention ça glisse. Attention, j'ai hâte de dire au revoir. Poire pochée dans un sirop à 45 degrés, légèrement vanillé et légèrement poivré, coulis caramel, coulis grenadine. Pour madame. Ça c'est un cornet renversé, parce que quand j'étais petit, que je renversais ma glace, je pleurais tout le temps. Alors j'ai exorcisé l'histoire, j'ai fait des grosses taches sur l'assiette, et puis j'ai renversé le cornet, je l'ai cassé. Mais je l'ai farci avec une crème pâtissière au chocolat, glace vanille, compote de pommes maison, coulis grenadine et texture de tasse de café. Ça a l'air vraiment très bon. Et pour Henri? Et pour Henri, un classique de chez Classique, Apfelstrudel. Oui, autrichien. Fait maison avec la pâte strudel fait maison aussi. Voilà. Et merci beaucoup de nous avoir reçus ici. Donc tu es l'un des patrons de la Maison B avec Lulu. C'est bien ça. Et donc voilà, écoute, j'aimerais tellement que tu me parles de pourquoi tu as créé la Maison B. Alors j'ai entendu dire que tu avais fait le tour du monde. Est-ce que cette histoire est réelle, pas réelle? Elle est réelle, complètement réelle. J'ai eu l'occasion de commencer à voyager à l'âge de 20 ans. Premier voyage, je suis parti avec mon sac à dos au bout du monde. Et puis c'est comme toute chose, où on tombe accro. Je suis tombé accro et j'ai pas arrêté de voyager. D'où la mate-monde qu'on a mis dans le restaurant qui représente tous mes voyages, pour emmener les gens à la discussion. Parce qu'une mate-monde, on peut mettre un enfant de 7 ans jusqu'à un personnage de 77 ans, elle va toujours rester devant. Même si on croit connaître le monde, on le connaît jamais, on découvre toujours des pays. D'où le fait du regard pour accrocher les gens de la mate-monde. Tout à fait. Et donc, après, c'est un vrai tour du monde que tu as fait. Oui, en plusieurs étapes en fait. Si vous voulez, pendant une dizaine d'années, j'ai voyagé avec mon sac à dos. Je partais pendant 2-3 mois et je rentrais en Belgique grâce à mon activité professionnelle comme dans l'ORECA. Je faisais des extras pour accomplir mon budget et puis je repartais de nouveau. Pendant 10 ans, sac à dos. Et il y a une dizaine d'années, je me suis un petit peu calmé par rapport à mes activités professionnelles, qui fait que je partais plus de fois, mais moins longtemps. Super, mais tu sais qui vient d'arriver? Lulu. Lulu, génial. Écoute Lulu, viens, prends une chaise, mets-toi là, installe-toi près de nous. C'est magnifique. Et donc Lulu, oui, on parlait en fait du tour du monde en fait. Tu as participé à ce tour du monde aussi? Moi j'ai surtout voyagé dans ma tête. Ah ok. J'ai pas beaucoup voyagé, non. Plus dans la tête alors. Ouais. Tout à fait. Alors donc toi Naïm c'était le tour du monde, toi Lulu le voyage dans la tête. Voilà. Et donc voilà, et alors la création de la Maison B. La rencontre entre vous deux s'est passée finalement comment? On a eu l'occasion de se rencontrer par rapport à une activité professionnelle. Lulu travaillait comme chef de direction dans une société que je ne peux pas citer. Et lors d'une rencontre, je crois que c'est passé sur une simple question et un simple regard, le coup de foudre s'est installé. Mais on s'est plus revu, on sait pas qu'on s'est plus vu, mais on se fréquentait pas vraiment pendant certaines années. Et puis Lulu a eu un moment dans sa vie, un changement de direction dans sa vie professionnelle. Et j'étais vers lui en disant, écoute, je sais pas où on va aller, mais on va aller quelque part. Et Lulu m'a dit, écoute, moi l'aventure ça m'intéresse. Alors on a commencé à faire beaucoup d'événements
pour d'autres sociétés, en encadrement ou en organisation de production sur place. Et puis on a organisé un phénomène d'événements éphémères qui s'appelait Niceton, où on créait un restaurant éphémère pendant deux semaines lors d'une exposition d'art contemporain et meuble design. Et puis de fil en aiguille, on a créé un food truck qui s'appelle Plan B Street Food, il y a de ça 3 ans. Et par rapport aux produits, il y a certaines choses qu'on avait mis en place. On s'est dit on a arrêté le food truck parce qu'on avait estimé, par rapport à notre vie à nous, qu'on était trop en avant-plan par rapport à l'attente des gens. Et on a eu l'occasion, tout simplement, via un ami proche de moi et Lulu, d'arriver dans cet établissement qui était à remettre. Et pour faire court, moi je suis arrivé ici, j'ai aimé le fait de la petite entrée et des grands plafonds ici, d'un espace assez grand. Et dans la journée, j'ai demandé à Lulu de venir avec moi, de voir ce qu'il ressentait. Il avait les mêmes sensations que moi. Et puis on est parti sur un concept qui est tout simple. L'idée est passée de comment on ferait si on invitait les gens à manger chez nous à la maison. En se disant que si maintenant je cuisine du poisson et que j'invite des gens qui me disent qu'ils n'aiment pas le poisson, je me retourne, j'ouvre le frigo et en fonction de mes aliments de saison et journaliers, parce que en général tout ce qui est dans le frigo de quelqu'un, c'est ce qu'il achète sur le marché, je cuisine et j'emménage. Et de là, avec Lulu, on est parti sur l'idée de comment on peut satisfaire les envies de tout le monde. D'où l'idée de partir sur une carte simple, 4-4-4, autant que dans les plats de pouvoir toucher les envies de tout le monde, poisson, végétarien, volaille et viande. Et dans les desserts, autant du chocolat, de la crème, des fruits et de la glace. Et puis de fil en aiguille, je veux dire d'expérience en expérience, on a peaufiné notre concept. Bon, comme tout concept, on part d'une grosse pierre qu'on a avec je veux dire que moi j'ai fait le burin, Lulu le marteau, pour en arriver à ce qu'on est aujourd'hui, un concept qui est à la fois pour qu'on se fasse plaisir nous-mêmes et faire plaisir aux gens. Comme disait mon prof de cuisine ou le prof de Lulu, on a un métier de plaisir. Et le secret, c'est de pouvoir faire plaisir aux gens et de jouer sur leurs envies et pas sur nos envies à nous. Et Lulu, toi, qu'est-ce que tu aurais d'autre à rajouter? C'est vrai, monsieur Naïm, bravo. Oui, mais c'est ça, ouais, c'est ce concept d'utiliser des produits simples qu'on puisse acheter en ville. C'est pas de la volaille de Bresse, c'est pas du bœuf je ne sais quel prix au kilo, c'est ce que tout le monde peut à peu près s'acheter à la maison. Mais comme moi je suis un cuisinier de métier, j'ai fait ma formation dans des bonnes maisons avec des très bons chefs, eh bien j'utilise mes techniques avec des produits plus simples, mais les mêmes techniques qu'on peut utiliser dans un restaurant un peu plus élaboré que ailleurs en fait, et faire un produit simple, bien présenté, bien assaisonné. Voilà quoi. Puis, Et alors donc tu crées des plats aussi pratiquement au jour le jour ou semaine en semaine d'après le programme que tu fais? On crée des plats par rapport à ce qu'on a sur le marché. Puis par rapport au client aussi, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Celui qui aime qui peut pas manger de gluten, celui qui peut pas manger ceci, celui on s'adapte. On s'adapte, c'est urbain en fait comme principe. C'est pas trop difficile de satisfaire tous tes clients par rapport au gluten, par rapport à tel goût, etc. Apparemment, tu sens que tu les satisfais, que tu y arrives? Ben, si c'est pas difficile, c'est pas intéressant. Tout à fait. Je vois que tu as, comment on dit à Bruxelles, de la niaque, de la forme. On va appeler ça comme ça, ouais. Mais non, mais c'est important, c'est un défi, quoi. C'est un défi. Et puis après, si le client rentre dans le jeu, c'est intéressant. Si le client arrive en maître des lieux, ça va pas, quoi. C'est pas le but du restaurant, quoi. Et si le client il est bienvenu, il est reçu, et comme chez nous, le maître des lieux, c'est Naïm. Et alors cette maison a combien d'années maintenant? Enfin, combien de mois ou combien d'années? Une année? Quelques mois? Quelques mois, ouais. On a vraiment ouvert depuis septembre, on va dire. Depuis septembre. Et donc, toi, tes origines, je pense que c'est du nord de la France, quelque chose comme ça. T'es un ch'ti, je crois? Tout à fait.
plus belle région de France. Oui. Et donc toi, Naïm, tu es originaire d'où alors? Du Maroc. Du Maroc, voilà. Du Maroc et puis de Schaerbeek. Et de Schaerbeek, voilà. Ben, écoute, c'est magnifique. Et donc une alliance entre vous deux. Donc le nord de la France et le nord du Maroc. Le nord du Maroc. Une histoire de nordiste. Non. Alors, chers amis, vous nous avez régalé d'une cuisine particulièrement goûteuse. D'où vient votre inspiration? D'où vient cette volonté de nous faire partager la cuisine avec différents accents, comme vous l'avez fait ce soir? C'est pas une idée, c'est un fonctionnement, c'est une continuité de vie. Par rapport à des choses que vous aviez déjà vécues auparavant? Bien sûr. Ce que l'on cuisine, ce que l'on fait, c'est par rapport à notre vécu, ce qu'on a compris, ce qu'on a envie de faire. Et comme je disais tout à l'heure, le principe d'être urbain, de vivre avec toutes sortes de gens, toutes sortes de manières de penser, de s'adapter à eux, parce qu'à table, on est tous d'accord. Et c'est vrai que moi, ce que je sens chez vous, c'est une belle cuisine avec des accents un peu mondiaux, mais avec un ancrage belge quand même. Et belge et de cuisine française. Oui, belge aussi un peu, oui, bien sûr, oui. Évidemment, puisque je ne suis pas né au Pérou, donc je ne vais pas avoir un ancrage de peruano, quoi, mais oui, évidemment. Mais après, avec le temps, on n'a plus vraiment de nationalité. Hein. Quand on travaille en restaurant international, on travaille avec des Anglais, des Allemands, des Japonais, des gens qui viennent de partout. Et si on est assez intelligent, on s'adapte, on prend et puis on ressort, quoi. Naïm, vous vouliez rajouter quelque chose? Mais j'ai dit comment on se représente par rapport sur nos sites ou dans quelques articles, on se représente comme cuisine française avec influence internationale. Voilà, par rapport à mes voyages, même si Lulu dit qu'il n'a pas voyagé, il a quand même par rapport à sa vie professionnelle eu l'occasion d'aller travailler, que ce soit dans le sud de la France ou dans le nord de l'Espagne, a quand même par rapport à aussi, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, on vit à Bruxelles, on vit dans une ville où on est côtoyé avec des cultures différentes, avec des nationalités différentes. La capitale de l'Europe, Bruxelles. Tout à fait. Oui, la capitale de l'Europe, la capitale de la Flandre, bon, elle est capitale de tellement de choses qu'on ne sait plus où on est vraiment. Et moi, je veux juste en revenir sur un point par rapport à notre activité professionnelle. Bon, Lulu a quand même dans son actif 36-37 ans de carrière. Moi, j'en ai 27 ans. Et je crois qu'on a pu croiser dans des brigades, qu'on a pu faire des gens de toutes sortes d'origines. Et je crois que c'est des fois avec des mélanges, des discussions avec les uns et les autres, qu'on nous fait goûter. Je devais donner un exemple d'un plongeur brésilien qu'au bout d'un moment, on voulait nous faire goûter un de ses plats. Et je crois que c'est des influences. Comme on dit, rien ne se crée, rien ne se perd, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Je veux dire, je prendrai l'exemple de mes voyages. Si je n'ai jamais, moi, eu l'idée de partir en Indonésie à mes 20 ans. C'est des gens qui m'ont expliqué une expérience qu'ils ont vécue, que j'ai refaite à ma manière. Et vous êtes dit, ce serait peut-être bien que moi aussi je la vive. Oui. Et c'est surtout pouvoir se dire qu'avec tout ce qu'on a pu côtoyer ou rencontrer ou discuter, de pouvoir se dire, ah ben la semaine prochaine on fait ceci, on fait cela. Et aussi une magie qui est magnifique, Lulu ne fait pas les courses. Lulu ne sait jamais ce qu'il va recevoir à part une liste de ce qu'il m'a donné. Moi sinon, je peux lui venir en lui disant, ah ben tel produit me rappelle tel pays. Et elle me dit, mais qu'est-ce que tu as? Voilà, on amène une discussion, mais il va pas refaire typiquement le plat que moi j'ai connu, moi je dirais en Argentine ou au Brésil. Il va me refaire un plat à sa manière, mais avec les informations que je lui ai données. En cuisine avec nos clients, on reprend ce que vous aimez et on essaie d'arriver au plus près de vos envies par rapport aux produits qu'on a. Et c'est vous aussi qui allez faire les courses, parce qu'on sait, chez les grands cuisiniers, une grande cuisine commence toujours par un approvisionnement de qualité. Non, parce que par rapport à notre concept d'être populaire, ça veut dire de pouvoir travailler des produits qui sont sur le marché, voilà. Monsieur et madame tout le monde peut avoir. Si Lulu va faire ses courses, aura une envie, ou peut-être que moi j'arrive et je réfléchis comme tout le monde en disant, bon voilà, je ne vais pas prendre des courgettes qui vont être, je donne un exemple, à 2,30 € et que en attendant 2 semaines, elles sont à 1,85 € la semaine prochaine. Okay. J'essaie de rester quand même comme monsieur tout le monde et essayer d'avoir le panier ménager normal en allant au marché.
C'est une des caractéristiques de votre cuisine, cette cuisine populaire, cuisine de Monsieur Tout-le-Monde. Explicitez-nous un peu le concept pour que nos lecteurs et nos auditeurs comprennent bien. Il faut d'abord, tout dépend comment chacun traduit ce que veut dire le mot gastronomie. Parce que le mot populaire, je crois que tout le monde veut, à mon avis, c'est ce que veut dire le mot populaire, c'est la population, c'est toucher tout le monde. Et pour moi et Lulu, si je me trompe, Lulu, tu me corriges, il y a deux termes de la gastronomie. Pour nous, la gastronomie la plus simple, c'est d'aller dans une ferme, de prendre le beurre du fermier, de prendre l'œuf d'une poule qui a été élevée à l'air libre de la ferme, de rentrer chez soi, de chauffer une poêle, de respecter son produit, de faire bien brûler son beurre et de faire une omelette. Ça, c'est une première gastronomie. Et puis, on a ce qu'on a, à nos yeux, la gastronomie dans les restaurants gastronomes 1, 2 ou 3 étoiles. Ils emploient des très bons produits, je suis d'accord. Mais ce qu'on paye, c'est la manipulation qui est mise sur assiette. Je vous donne juste l'exemple du plus grand restaurant au monde. Je ne sais pas combien de couverts, doivent en avoir une trentaine, mais ils sont 48 ou 47 en cuisine. C'est ça. Vous parlez du restaurant danois. Je veux juste dire que dans des grands restaurants, ils sont énormément en cuisine pour pouvoir produire des assiettes magnifiques. Mais derrière tout ça, il y a un travail, une manipulation, que nous, on essaie d'un petit peu d'éviter ça, d'où par rapport à nos tarifs populaires. Voilà, ça devient plus si populaire que ça. Et puis la qualité des produits, ça veut dire quoi la qualité des produits? Le prix du produit ou la qualité de fraîcheur et gustative du produit, quoi. Voilà, notre créneau, c'est plus d'acheter des produits que vous pouvez acheter au magasin et de les travailler comme nous, on sait le faire. Voilà. Alors, Muriel, je sens que tu brûles d'envie de poser une question à nos deux amis. Tout à fait, je brûle d'envie de rappeler à Mig, mon grand ami Mig, qui est un amateur de vin que tout le monde connaît, maintenant sa réputation n'est plus à faire, de lui rappeler qu'il me turlupinait, il y a quelques minutes, de questions sur le vin, Mig. C'est quoi ces questions sur le vin? Certes, Muriel. J'ai été frappé dans votre démarche de voir, que vous mettez en avant, et vous avez bien raison, vous mettez en avant notamment l'Espagne. Nous avons eu un crément, ou un vin mousseux qui venait d'Espagne. Nous avons eu pour l'entrée un vin blanc excellent qui venait d'Espagne. Et nous avons eu un vin fort agréable sur base de Tempranillo qui venait d'Espagne. Alors pour vous, l'Espagne, c'est un coup de cœur au niveau des vins? Aussi, mais c'est pour sortir des chantiers battus, c'est pour se dire qu'on n'est pas comme tout le monde, avoir une liste de prix. Et puis quelque part, le choix qui s'est dirigé par rapport à ce vin a été un choix de qualité et aussi un choix de qualité de prix aussi. Et comme on travaille avec un fournisseur depuis quelques années avec qui on a des excellents produits autant que vin ou que des produits d'alimentation, produits espagnols, on a fait un compromis en se disant voilà, on va travailler ensemble, mais il faut qu'on trouve un vin qui peut plaire à tout le monde, mais qui peut aussi savoir qu'on reste toujours dans un vin de maison. C'est ça. D'où l'idée, c'était d'aller vers l'Espagne avec des prix qui sont très raisonnables et une qualité absolument assurée. Alors, messieurs, merci pour ce beau moment de gastronomie partagée qui nous a fait comprendre votre philosophie, parce que c'est chez vous, il y a une philosophie. Merci. Et tous nos lecteurs viendront bien évidemment vous rendre visite à la rue Général Le Mans à Etterbeek, qui est au fond entre la plage Jourdan et la maison communale d'Etterbeek, pas loin de Schumann, pas loin du quartier européen. Donc ça intéressera aussi tous nos amis qui sont des expats européens. Messieurs, un tout grand merci de nous avoir ouvert les portes de votre restaurant ce soir.